Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Nous sommes dans le froid des hivernales à Montpellier, le marché de Noël traditionnel sur l'esplanade. Voici les titres de ce vendredi 7 décembre. L'Opéra de Montpellier toujours dans la tourmente. 7 salariés ont porté plainte au prud'homme cette semaine contre leur directeur général, Jean-Paul Scarpita. Et puis une opération de l'estomac réalisée à Montpellier et suivie en direct à New York par 800 médecins. Un chirurgien montpelliérain participait ainsi à un congrès mondial sur le traitement de l'obésité. Enfin football, Montpellier reçoit Ajaccio ce samedi. Le MHSC a quitté cette semaine la Ligue des Champions en montrant un visage plutôt rassurant. Reste à confirmer en Ligue 1 face à des Corses à ne pas prendre à la légère. Le malaise n'est donc pas terminé à l'Opéra et à l'Orchestre de Montpellier. En ligne de mire, il y a toujours le directeur général Jean-Paul Scarpita. Et cette fois, une nouvelle étape a été franchie. 7 salariés ont saisi cette semaine le conseil de prud'homme. Les plaignants accusent leur directeur de harcèlement moral et de discrimination. Le point sur ce conflit, Mouad Eliakabi. L'humeur n'est pas à la fête à l'Opéra de Montpellier. Dès juin dernier, l'Assemblée générale du personnel avait désavoué leur directeur. 83% d'entre eux avaient jugé M. Jean-Paul Scarpita incompétent pour diriger l'opéra. Aujourd'hui, c'est une plainte qui vise celui-ci. 7 employés l'accusent en effet de harcèlement et d'agissement discriminatoire. Il est évident que ces 7 personnes ne vont pas au prud'homme pour obtenir des dommages et intérêts. Il est évident que ces 7 personnes vont au prud'homme pour que ça s'arrête, pour que leur souffrance s'arrête, pour que les difficultés s'arrêtent. Et l'intersyndicale ne voit qu'une solution dans l'arrêt de ces souffrances, c'est le départ de M. Scarpita. Après enquête, un inspecteur du travail a conclu qu'une plainte au pénal pour harcèlement moral n'était pas recevable. Les 7 salariés ont donc intenté un procès au prud'homme. Une audience pour une conciliation s'est tenue lundi, sans succès. La conciliation ne pouvait pas aboutir pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il y a un véritable décalage concernant la perception que certains salariés peuvent avoir de leur dossier, qu'ils souffrent, ceci une fois encore n'a jamais été contesté par l'opéra et l'orchestre. Donc cette perception-là n'est pas celle de la direction. Les 2 parties s'accordent en tout cas sur une chose, trouver une solution au plus vite. Il en va de la réputation de l'Opéra de Montpellier. Social toujours, la colère monte chez les salariés de la société responsable des déchetteries nîmoises. Un employé de l'entreprise a été agressé mercredi. En cause, la convoitise suscitée par les déchets métalliques. Des personnes n'hésitent pas à plonger dans les bennes pour récupérer la ferraille et ensuite la revendre. Il y a des personnes qui sont venues voir le gardien pour lui demander d'ouvrir le local batterie pour récupérer des batteries qui s'est refusé. Et donc là, le ton est monté et il a pris un coup de poing dans la figure. Depuis 2 ans, nous avons opéré à 7 changements différents de personnes qui, dès qu'elles ont eu à subir les menaces et les pressions des gens qui viennent voler et molester les administrés qui viennent vider leurs déchets, ne restent pas. Ils ont peur. Du nouveau dans l'affaire du supporter montpelliérain blessé à un œil par un tir de flashball avant le match MHSC Saint-Étienne, c'était le 21 septembre. La version de la police aurait été mise à mal par la vidéosurveillance. Le juge d'instruction montpelliérain chargé de l'affaire a saisi l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, la police des polices. Harlem Désir était dans l'Hérault hier et ce matin. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a participé hier soir à Béziers à un meeting de soutien à la candidate PS Dolores Roquet, 48 heures avant le premier tour de l'élection législative partielle sur la 6e circonscription. Ce matin, Harlem Désir avait donné rendez-vous à la presse à Montpellier, l'occasion de faire le point sur la Fédération Socialiste de l'Hérault, dotée depuis 15 jours d'un nouveau patron. Le premier secrétaire du PS a aussi donné son sentiment sur la proposition du député Vignal d'organiser des primaires citoyennes pour désigner le candidat socialiste pour les municipales de 2014 à Montpellier. Je veux vous annoncer que la tutelle est bel et bien terminée et qu'elle se termine dans de bonnes conditions. C'est donc une page qui se tourne aujourd'hui dans l'Hérault avec l'élection d'Hussein Bourgi comme nouveau premier secrétaire fédéral. Pour les élections municipales, nous allons écouter, nous allons associer. S'il y a plusieurs candidatures, de toute façon, il y aura un vote. Nos statuts prévoient un vote des militants, mais on peut aussi, si on estime que c'est de nature à donner une dynamique plus forte à la campagne, tout à fait envisager des primaires. C'est une question que nous allons décider ensemble, après avoir examiné très précisément la situation dans chacune des villes,
à Montpellier comme dans d'autres villes. Une opération de l'estomac réalisée à Montpellier et suivie en direct de New York par 800 médecins. Ça s'est passé hier au CHU Saint-Éloi. Un chirurgien montpelliérain et son équipe faisaient partie des 25 praticiens réunis par caméra interposée pour un congrès mondial consacré au traitement de l'obésité. Vincent Pereira de Midilibre.fr a pu suivre l'intervention à Montpellier. Ambiance particulière ce jeudi 6 décembre dans une salle d'opération du pôle digestif à l'hôpital Saint-Éloi de Montpellier. Des caméras étaient présentes pour retransmettre une intervention. Dans 3 minutes, je prends l'antenne pour New York où 800 chirurgiens de 52 pays vont voir notre technique opératoire. Aujourd'hui, nous allons réaliser une gastrectomie en manchon, c'est-à-dire une technique qui va consister à enlever les 2/3 de l'estomac d'une patiente qui est obèse sévère, dans le but de lui faire perdre du poids de façon importante et surtout durable dans le temps. Cette technique de réduction de l'estomac permet d'améliorer considérablement la qualité de vie du patient, facilite ses déplacements, réduit les risques de diabète, d'hypertension, d'apnée du sommeil ou d'arthrose. L'obésité, il faut bien souligner que c'est une maladie grave. Il y a de plus en plus de patients obèses dans le monde. Et c'est vrai que la chirurgie a apporté une solution pour les obésités extrêmes. Mais il faut vraiment travailler sur la prévention pour éviter que les gens arrivent à ce stade-là. Aujourd'hui en France, une personne sur 6 est atteinte d'obésité, contre le double aux États-Unis. Sur les 13 500 gastrectomies pratiquées depuis 2005, l'équipe montpelliéraine, reconnue pour son savoir-faire, en a réalisé 1200. Notre équipe est maintenant reconnue au niveau national et international. Et donc on est obligé de faire participer, de faire partager notre expérience pour aider les autres centres à commencer. L'ablation d'une partie de l'estomac a été pratiquée 70 000 fois cette année aux États-Unis. À l'horizon 2015, l'objectif à atteindre serait proche des 300 000. Le professeur Noka s'est envolé pour New York après son intervention pour présenter une étude sur les patients déjà opérés. Son cas le plus spectaculaire, une patiente est passée de 290 à 90 kilos. En Languedoc-Roussillon, le bilan de la fréquentation hôtelière estivale est en baisse de 1,5%. Pour le seul mois de septembre, 37 000 nuitées de moins ont été comptabilisées cette année. Mais dans cette morosité ambiante, la clientèle d'affaires progresse quant à elle considérablement. C'est la cible de certaines enseignes qui n'hésitent pas à investir. De nouveaux hôtels qui soignent leur design. Exemple à Nîmes, reportage Olivier Michel. Oubliez le cliché des chambres d'hôtel standardisées, les chaînes hôtelières se mettent au goût du jour. Place donc au design, aux couleurs vives et même aux agencements variés. Vous avez en tout cas dans ce complexe 4 types de chambres, 4 couleurs différentes, 3 types de salles de bain différents. On a des clients qui préfèrent avoir une intimité et avoir une salle de bain fermée. Et puis on avait cette chambre-là, qui est dite la chambre verte, qui permet d'être dans une sorte de petit studio et d'être presque comme chez soi. Donc ça permettait d'avoir un espace et un volume de convivialité assez agréable. Situés sur le parvis de la gare de Nîmes, ces 2 hôtels comptabilisent au total 133 chambres. Ils sont la propriété d'Henri Philippe, déjà propriétaire d'un hôtel en ville active de 108 chambres et qui a déboursé 9 500 000 € pour s'implanter près du cœur de ville. Le plus, justement, c'est de répartir les risques, si j'ose dire, avec une clientèle centre-ville, TGV, bus, etc., des gens qui viennent en taxi ou qui sont venus par d'autres moyens, et puis tout ce qui est le transit autoroutier, les transits de passage. Une implantation qui a permis la création d'une dizaine d'emplois. 2 hôtels du même genre verront le jour d'ici 2014 à Lunel et Narbonne. Quant au renouveau de la déco, de la dizaine d'hôtels régionaux du franchisé, elle est engagée. Chaque année, entre 8 et 10% du chiffre d'affaires y sont consacrés. Football, Montpellier se prépare à recevoir Ajaccio à la Mosson samedi à 20h. Mardi, le MHSC a quitté la Ligue des Champions sur un nul face aux Allemands de Schalke 04. Un match pendant lequel les hommes de René Girard ont montré un visage plutôt rassurant, avec un jeu en place et une équipe plus endurante. Reste à confirmer en Ligue 1 face à des Corses à ne pas prendre à la légère. S'ils pointent 3 places derrière Montpellier au classement. Je trouve que c'est une des équipes, quand j'ai regardé un petit peu sur le début de saison, qui avait bien travaillé, qui avait bien recruté, qui s'est bien rééquilibré. Et c'est une équipe, on s'aperçoit, qui est allée faire un résultat à Toulouse, qui a grappillé quelques points à l'extérieur. Et
une équipe pas facile à manier, ouais, et qui, je la trouve beaucoup plus compacte que les saisons précédentes. Ce qu'on a fait contre Schalke, c'est quand même porteur d'enseignements intéressants, c'est-à-dire qu'offensivement, on s'est créé des occasions, même si on ne les a pas toutes mises au fond. On a été présent, on a été... je dirais que j'ai trouvé ce que je recherchais dans le groupe et dans l'équipe, donc de l'envie, de la détermination. On a été un peu davantage vers l'avant. Voilà, donc il faut continuer dans cette voie-là. C'est là où est la vérité. Ouais. Et on termine ce journal par le résumé de l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. Un séisme de 7,3 sur l'échelle de Richter a provoqué la panique ce matin au Japon. Une alerte au tsunami a rapidement été déclenchée avant d'être levée 2 heures plus tard. Si cette fois-ci aucune victime n'est à déplorer, rappelons qu'en mars 2011, le séisme suivi du tsunami entraînant la catastrophe nucléaire de Fukushima avait fait près de 20 000 morts. Toujours au Japon, à Tokyo, le Premier ministre a demandé le déploiement de missiles sol-air après l'annonce du lancement d'une fusée nord-coréenne. Pyongyang a affirmé jeudi que le lancement de la fusée avait pour but de commémorer la mort de Kim Jong-il, mais qu'elle n'affecterait aucun pays voisin. Le Japon a de facto annulé les pourparlers qui devaient se tenir hier avec la Corée du Nord à Pékin et exige l'annulation du lancement. Les mouvements de protestation contre les nouveaux pouvoirs du président Mohamed Morsi persistent en Égypte. Des milliers de manifestants se sont une nouvelle fois réunis place Tahrir et devant le palais présidentiel pour demander la démission du régime. Je le dis clairement et honnêtement, nous respectons la liberté d'expression pacifique, qui est le droit de tous, mais nous ne laisserons jamais personne participer à des meurtres et à des actes de sabotage. Des manifestations non sans rappeler celle de la révolte égyptienne qui avait justement conduit les frères musulmans et Mohamed Morsi à la tête du pays. C'est une première pour les États-Unis. À partir d'aujourd'hui, l'usage récréatif du cannabis est autorisé dans l'État de Washington. Une nouveauté donc, mais pas à n'importe quelle condition. Il sera interdit de fumer en public des produits stupéfiants. Autre aberration, cette décision est en contradiction avec la loi fédérale. Plus que quelques jours avant la fin du monde, en tout cas, c'est ce que les Mayas auraient prédit. Pas de quoi inquiéter la première ministre australienne qui est intervenue non sans humour avant l'échéance fatale. À mes chers compatriotes australiens qui sont encore vivants, la fin du monde approche. Comme l'a prédit le calendrier Maya, je crois en la prédiction. La fin du monde est proche, que le coup final soit porté par des zombies dévoreurs de chair humaine, des bêtes démoniaques de l'enfer ou par le triomphe de la pop sud-coréenne. Vous devez être persuadés d'une chose à mon sujet, je me battrai pour vous jusqu'à la toute fin. Bonne chance à vous tous. Après une telle annonce, le peuple australien a de quoi être rassuré avant l'apocalypse. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et bien sûr régionale à partir de 22h pour le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct présentées par Julien Desvages. Pour l'actu locale, vous retrouverez lundi dès 12h30 Marlène Mec. Passez un excellent week-end sur TV Sud.